Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wiesemann et le sujet d'aujourd'hui, les thèmes d'aujourd'hui de notre émission sont les suivants. Les États-Unis, leur croissance mondiale, on va parler des voitures et de matières premières. Heureusement, je ne suis pas tout seul dans le studio pour vous parler de tout ça. Il y a comme d'habitude, ou pas comme d'habitude, mais aujourd'hui, il y a à ma gauche le responsable des programmes à l'école de la Bourse, Gérard Ampo. Bienvenue. Bonjour Falco, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Et à ma droite, comme d'habitude, voilà, c'est le président de la FAT, Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Voilà, et on va commencer tout de suite avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Et nous allons commencer cette bilan de la semaine avec une réforme fiscale. C'est laquelle, Gérard? C'est la réforme fiscale qui vise aux États-Unis, à la demande de Donald Trump, de faire baisser la taxation de l'impôt sur les sociétés, qui était à un niveau de plus de 30%, un niveau proche de 20%. Cette première réforme a été adoptée par le Sénat. Elle doit encore être adoptée par la Chambre des représentants, qui a adopté elle-même son propre texte. Donc il y a une sorte de navette parlementaire qui va réunir les deux chambres pour leur permettre de trouver un accord. Donc d'une certaine manière, aux États-Unis, c'est un soutien pour l'activité économique et pour la bourse en particulier. Ça permettra très certainement en 2018 le début d'un rapatriement d'une partie des bénéfices de grandes sociétés américaines qui les ont déposés dans d'autres pays à l'extérieur des États-Unis pour éviter une taxation. Et là, on aura sûrement une taxation plus favorable, une sorte d'amnistie fiscale. Donc d'une certaine manière, aux États-Unis, pour les sociétés cotées, pour les actionnaires, c'est le Père Noël qui a commencé à déposer ses cadeaux dans les maisons. Alors, Laurent, avec cette Père Noël de fiscal, est-ce que les investisseurs sur le marché ils sont heureux? Qu'est-ce qu'ils disent en fait? Alors, les investisseurs sont heureux, Falco, mais souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions contrariens et bien nous en a pris et on continue d'être contrariens cette semaine puisque je vais vous proposer sur le Nasdaq une idée de vente. Alors, pourquoi contrariens? Non pas parce que les nouvelles sont mauvaises, mais simplement parce qu'on a des marchés américains qui ont été extrêmement forts cette année. Rappel de quelques chiffres significatifs, plus 18% sur le S&P, un petit peu moins de 30% sur le Nasdaq. Et par conséquent, on a légitimement des gérants qui ont profité d'un très beau cru 2017 et qui n'ont plus aucune raison de prendre des risques maintenant. Alors les risques, c'est quoi? C'est effectivement cette réforme fiscale dont Gérard a parlé et qui fait, comme il l'a souligné, la navette entre les différentes chambres. On a également une petite tension géopolitique. On a un relèvement de la dette américaine qui doit être normalement passé vendredi. Autrement dit, on a un petit peu de risques qui commencent à apparaître, non pas que ce soit des risques importants, mais quand on a fait d'aussi beaux gains, eh bien, on n'a plus aucune raison d'être exposé au marché. On va terminer l'année tranquillement aux États-Unis, on va laisser passer toutes ces échéances, et puis on verra en 2018 comment les choses se profilent. Alors donc, un contexte contrarien, c'est-à-dire qu'on vend le Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq? Parce qu'il est un petit peu plus faible que le S&P dernièrement, et vous avez à l'écran donc ce chart avec, vous le voyez, ce sommet historique. Je vais zoomer pour vous permettre de bien voir. Ce sommet à 6427, derrière ces deux grosses bougies noires. Je vais encore zoomer un petit peu pour vous montrer cette mèche basse, vous voyez, qui a été donc à proximité de cette moyenne mobile à 40 périodes. Il y avait un support intermédiaire ici qui a provoqué ce rejet. Et puis hier, très grosse bougie noire. Donc on a une correction sur le Nasdaq qui est en train d'apparaître. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer d'accompagner ce mouvement. Alors, les niveaux qui sont importants, on ne doit pas passer au-dessus de 6427 points. Si on le fait, ça veut dire que le scénario baissier est caduque. L'objectif, c'est 6134. Par conséquent, quand on reviendra sur ce niveau avec cette ouverture en gap haussier, ce sera peut-être l'opportunité de déboucler une partie de la position vendeuse si effectivement notre diagnostic est juste. Alors voilà, Falco, on va continuer cette semaine à vendre et pour ça, on va prendre un Varan Put de code XK20B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Put sur le Nasdaq 100 avec le code XK20B qui a ce matin un effet de levier de 10,43, une échéance de 16 mars 2018, un prix d'exercice de 6000 points.
Et voilà, son prix de vente 1,62 € pour un Nasdaq 100 à 6254,16. Voilà, et on continue notre bilan de la semaine avec le prochain point et la question, qu'est-ce qui fait l'or en fait ? Alors au milieu de toutes ces bonnes performances des différents indices boursiers, on a un peu oublié de regarder l'or. Et pour un investisseur américain en dollars, l'or a monté d'une dizaine de %, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, et qui souligne ici une fois de plus que même si c'est une matière première un peu particulière, on la stocke, c'est aussi une forme de monnaie, c'est en tous les cas une monnaie de réserve pour les banques centrales qui depuis 2008 ont cessé d'en vendre. Et puis on rajoutera ici d'une certaine manière que lorsque les taux d'intérêt sont proches de zéro, lorsqu'on cherche une forme de diversification, lorsque on a parfois des frayeurs géopolitiques, l'or peut retrouver une partie de son intérêt. Attention simplement, si l'inflation devait revenir l'année prochaine, l'or aurait d'autres concurrents il n'est pas tout seul pour protéger l'épargne de l'inflation. On a aujourd'hui des obligations indexées sur l'inflation, les SICAV monétaires, qui pourraient jouer leur rôle. Voilà, retour de l'or, un signal à regarder, une sorte de curiosité, un jouet d'un autre âge. Et sinon, la croissance mondiale, qu'est-ce qui se passe là ? La croissance mondiale est très forte, donc c'est vraiment le dernier cadeau de l'année. Pour nous, 3,6 %, on est peut-être au mi-temps de cette, au mi-temps, vieux nom, le sommet de la période en termes de croissance économique. Cette fin d'année 2017 est passionnante, est intéressante, et énormément de pays connaissent un niveau de croissance économique tout à fait conséquent, et donc d'une certaine manière, on le voit bien en Europe, il y a une sorte de cercle vertueux qui s'est mis en place. L'Allemagne exporte chez ses voisins, lesquels consomment de manière importante, et puis les uns les autres essayent d'exporter aussi dans le reste du monde. On a là réellement, avec le niveau de confiance des ménages et des dirigeants d'entreprises, d'excellentes perspectives pour 2018. On est sur une sorte de lancée qui devrait nous permettre de continuer à bénéficier d'une année de croissance économique en 2018. 2017 restera une très bonne année de croissance économique. C'est le cadeau principal qui nous a été fait au cours de cette année, et les uns les autres, nous en remercions les cieux. Merci beaucoup Gérard. Donc croissance mondiale va bien. Quel est l'impact en France avec les CAC 40 ? Alors on va parler Falco du CAC 40 dans un instant. Je voudrais juste revenir sur le gold, oui, parce que c'est quand même un marché important. Ouais. Pour rebondir très très vite sur ce qu'a dit Gérard, gros niveau à 1300 $. Tant qu'on est au-dessous, on est dans une consolidation. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai rien proposé aujourd'hui sur le gold. Si effectivement on avait une cassure par le haut sur cet actif, alors effectivement on pourrait avoir plus de donc on surveille Gérard. Clin d'œil. Voilà, exactement. Private joke. Voilà, private joke. On le surveille le gold parce que si les equities partent un petit peu à la baisse et que vous savez que l'or est également mêlé à l'évolution du dollar. Donc si on a un dollar qui n'est pas très fort et des equities qui partent à la baisse, on peut avoir une petite surprise sur le gold à surveiller. On passe au CAC 40 tout de suite. Parfait. Alors le CAC 40, rappel des deux dernières émissions parce que on avait accompagné cette hausse sur le CAC avec un call. La semaine dernière, je vous avais dit que j'étais baissier sur le CAC 40. J'avais donné une barrière désactivante à 5450. Le marché a fait 5440. Il a ensuite baissé sur la cible qu'on avait donnée à 5300 points. Regardez la mèche qui est allée vraiment tester ce niveau. Et puis hier, on a fait un gap haussier en intraday. Alors, première réflexion sur le CAC. Beaucoup d'indécisions, aucun directionnel. Vous voyez mon chart à l'écran. On est sur un marché qui a fait le support et la résistance, qui est un petit peu maintenant sous ce niveau à 5400 points. Et je m'attends à ce que le CAC rebaisse vers les 5300, 5320 points. On a par conséquent un scénario baissier cette semaine, comme la semaine dernière, je le rappelle. Et dans ce scénario baissier, eh bien, nous avons sélectionné un turbo put qui va accompagner, nous l'espérons, ce repli avec une barrière désactivante qui est très au-dessus de ce 5441,60 qui est, vous le voyez, le haut de cette mèche, et on vise donc, comme je l'ai dit à l'instant, 5320. Le turbo Falco, c'est un put de code 43 AVB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo put sur le CAC 40 avec le code 43 AVB qui est ce matin effet de levier de 36,40. Une échéance de 16 mars 2018. Son prix d'exercice, une barrière désactivante à 5500 points. Son prix de vente à
à 1,54 et le CAC 40 à 5377,56. Là, dans ce moment, quand je suis en train de vous présenter ce produit, je me rappelle que je m'oublie un truc de vous dire, en fait, qui est important dans cette émission, c'est que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance. Voilà, donc vous pouvez perdre tout votre argent que vous avez investi. Donc je vous invite de vous former avant d'investir et on vous donne tout ça, la possibilité de vous former sur notre site internet produitsdebourse.bnpparibas.fr à l'aide des vidéos et brochures qu'on a mis à votre disposition. Un excellent site qui a d'ailleurs reçu un prix récemment. Merci beaucoup Gérard, c'est vrai, vous allez voir ça aussi sur notre site. Donc parlons de notre site, on va parler maintenant de notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors Gérard, dans les tops, il y a Air France qui décolle. Oui, mais mon cher Falco, en réalité, tout le monde reçoit des cadeaux de Noël. Les actionnaires de l'Air Hermès, d'ailleurs, qui viennent de recevoir une prime pour apporter leurs actions à un cours de l'ordre de 122 € à la maison mère Allianz. On l'attendait depuis un moment. Et puis, quand on regarde le ciel, et on aime regarder le ciel en ce moment, eh bien, ce ne sont pas SES, ce ne sont pas Telstat ou Intelstat, l'européen ou l'américain, les opérateurs de tous ces objets volants qui nous aident à communiquer, tous ces satellites, ce ne sont pas eux qui nous font rêver. En fait, Falco. En fait, c'est Alain Chabat, c'est Santa Claus, et ce sont les lutins qui nous font rêver. Ce qui fait que, bien, lorsque les résultats de SOS sont pas très bons, malgré tout, l'année a été dure, même si ces derniers jours, effectivement, elle fait partie donc des retours de flamme. Technicolor, on demeure toujours dans la magie du son et de la technique des images. Technicolor est une penny stock. Elle a souffert énormément au cours de ces dernières années. Elle possède encore, heureusement, un portefeuille d'un certain nombre de contrats et de techniques dont elle possède la propriété. Elle a un peu progressé au cours de cette semaine. Son excellent brut d'exploitation est annoncé comme plutôt en hausse et donc elle devrait retrouver peut-être un peu plus de couleur, si vous me permettez cette expression, l'année prochaine. Casino Guichard, Carrefour, eux, souffrent. Ils souffrent de l'arrivée de ces magasins qui n'ont rien de physique, et toutes virtuelles, mais qui sont bien réels, Amazon et compagnie, et donc l'un et l'autre essayent dans des stratégies un peu connues, celle de la force d'achat, d'améliorer leur profitabilité. Casino Guichard avec un groupe espagnol dont le nom m'échappe mais que je vais retrouver tout de suite, donc qui est tout simplement Dia. Avec Dia, ils mettent en commun leurs achats pour essayer de faire donc baisser les prix d'achat. Et puis Carrefour fait la même chose. Alors c'est un pur hasard très certainement, mais Alain Bompard est le nouveau patron de Carrefour. Il était le patron du groupe Fnac Darty et c'est comme par hasard avec le groupe Fnac Darty que Carrefour a décidé de faire achat commun pour les produits blancs et les produits bruns, c'est-à-dire pour tout ce qui est électronique et tout ce qui est produits vendus en commun par les deux. Quant à Air France, effectivement, on laissera bien sûr notre ami en parler de vive voix, mais on a là une valeur qui plane depuis longtemps dans notre ciel, en tous les cas depuis cette année, qui brille de mille feux et qui est en train de mettre en place toute une série d'accords, à la fois avec une société américaine qui s'appelle Delta Airlines. Delta Airlines, on va en commun avec Air France KLM essayer de promouvoir et de mettre en commun toute une série de moyens pour faire en sorte qu'il y ait plus de vols communs entre les États-Unis et l'Europe. Et puis tout récemment, à Bombay, Air France KLM a signé un accord avec Jet Airways. On rappellera ici que pour promouvoir les voyages et peut-être transporter les informaticiens indiens qui vont travailler sur la côte ouest américaine, il y a là un marché extrêmement intéressant avec un potentiel de développement important. Donc voilà les trois accords, ou les deux accords qui mêlent trois sociétés qui vont essayer d'optimiser leur vol et de jouer sur un effet de masse et d'améliorer leur profitabilité en même temps. De bon augure, n'est-ce pas mon cher Laurent? Alors Laurent, Air France s'envole.
Alors, Air France s'est envolée, j'ai envie de dire. Elle plane. A plané et maintenant elle est en train de piquer un peu du nez à court terme. Alors on va regarder ensemble le chart. Premier rappel des faits. Février 2017, septembre 2017, on passe grosso modo de 5 à 12, donc parcours absolument magnifique de la valeur. Et puis regardez, depuis l'été, on patine, c'est-à-dire qu'on voit très nettement la différence de rythme entre la progression du printemps et ce qui s'est passé depuis le mois de juillet, où c'est effectivement très poussif pour finalement faire un sommet au-dessus des 14 €. Alors depuis, on a une chute extrêmement brutale qui s'est faite sur le titre. Elle en a surpris plus d'un et on est allé chercher le support du mois de juin pour voir les prix se stabiliser. Il n'empêche que la texture technique du titre s'est dégradée. On voit que les moyennes mobiles sont repassées largement baissières, même si avec le petit rebond actuel, on a la moyenne rapide qui repointe un petit peu le bout du nez. Cela dit, on a un RSI qui est baissier, avec un plus bas sur la zone des 20, et un RSI qui a donc été capé à la hausse un tout petit peu au-dessus de 60, autrement dit de la faiblesse sur le titre. Alors sur Air France, il ne s'agit pas pour le moment d'anticiper un retournement majeur de tendance, mais montrer simplement qu'il y a eu un réel enthousiasme du marché pour le titre et que cet enthousiasme est maintenant passé et que si on avait un retour, alors je vais zoomer un petit peu, voilà, si on avait un retour dans cette zone entre 12,70 et 13,10, et encore, je ne suis même pas sûr que le titre y aille. Mais si on avait un retour dans cette zone, alors on revendrait Air France avec un premier objectif à 10,82. Alors je répète les niveaux. Celui qui invalide cette lecture baissière, c'est au-dessus de 13,10, c'est ce segment rouge. Le premier objectif de prix, c'est 10,82, c'est-à-dire le creux qui a été fait au mois de novembre. Donc Falco, vendeur sur Air France, un petit peu plus haut, et pour ça on a choisi un var en put de code 42 ACB. Merci beaucoup Laurent. Donc un var en put de Air France KLM avec le code 42 ACB qui a ce matin un effet de levier de 5,59 sans échéance de 16 mars 2018, son prix d'exercice 11,20 et tout ça pour 35 centimes et Air France à 12,015 €. Voilà, et on continue avec les flops. Et Gérard, quels sont les flops? Les flops, c'est toujours un petit peu surprenant de trouver ST Microelectronics dans les flops, mais je crois qu'elle reprend un petit peu son souffle et elle continue à avoir des perspectives tout à fait excellentes pour l'année prochaine. Elle souffre un petit peu des valeurs technologiques aux États-Unis qui sont mal en point. C'est ça. Il y a un changement de vision de la part des investisseurs qui changent peut-être, qui font tourner un peu, comme l'acellement triennal, ils font tourner un peu les secteurs pour peu que les taux d'intérêt, par exemple, repartent à la hausse. On va plutôt aller sur les bancaires, un peu moins sur les technologiques qui ont fourni un gros effort, il faut bien le reconnaître. Et Eramet, eh bien, c'est une tout petit producteur de nickel et de manganèse, 2 milliards de capitalisation, à côté de Rio Tinto Zinc qui en fait un peu plus de 60 milliards. Alors lui en dollars, c'est tout petit, mais small is beautiful. Et le marché simplement reprend là aussi son souffle après avoir fait beaucoup progresser la valeur. Reprise économique oblige. Le prix des matières premières reprend de la hauteur. Peugeot n'a pas trouvé que des cadeaux qui lui ont fait plaisir dans son dernier achat. J'y reviendrai tout à l'heure de manière un peu plus détaillée. Peugeot souffre depuis la découverte d'un manque de préparation de sa nouvelle filiale Opel, manque de préparation en direction de la voiture électrique et encore plus grave, manque de préparation à de nouvelles normes anti-pollution qui vont arriver en zone euro très rapidement. Altran Technologies, l'actuel PDG de Dominique Cerutti d'Altran fait plein d'emplettes. Et là, il vient de racheter une société californienne qui complète son activité. Le marché a trouvé qu'il l'avait acheté un peu cher. Vivendi, c'est un dossier qu'on a énormément traité, donc tout le monde connaît par cœur les affaires, entre autres Havas qui est absorbé, Ubisoft, il n'y aura pas d'OPA. Et aujourd'hui, on en reste à l'inquiétude ou l'interrogation italienne. Où est-ce qu'on en est avec les négociations italiennes? Et pour le moment, on a peu avancé. Ubisoft, on est encore à nouveau dans le monde des jouets et le poète qui est Laurent l'évoquera tout à l'heure avec nous, donc je lui laisse la primeur de son évocation. Et Capgemini Sogeti, eh bien c'est une société qui fêtera bientôt ses 50 ans. Et oui, Falco,
déjà 50 ans pour Capgemini Sogeti, société créée à Grenoble par Serge Kempf. Et donc cette société vient d'intégrer la liste des valeurs à potentiel de Goldman Sachs. Et on peut le comprendre dans la mesure où cette société à la fois profite de la reprise économique, en tous les cas d'une forte activité aux États-Unis et d'une forte activité en zone euro, avec un bémol, tout de même, la Grande-Bretagne. Merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder Ubisoft avec Laurent. Oui, on va regarder Ubisoft, Falco, et un tout petit mot sur Eramet. Souvenez-vous, la semaine dernière, on l'avait proposé à la vente. On reste sur notre scénario baissier sur Eramet. Si vous avez suivi notre conseil, j'avais donné un premier objectif à 80 €. On n'en est plus très loin. Vous pouvez conserver et je ne serais pas étonné de voir le prix casser ce niveau et baisser un peu plus. On passe donc maintenant à Ubisoft. Alors, on est là. Fais-nous rêver. Pardon ? Fais-nous rêver. Je vais essayer de faire rêver les vendeurs à découvert et les baissiers avec Ubisoft parce que là aussi on a un titre qui est très fort, mais là aussi on a depuis cet automne un changement de consensus puisqu'on avait des investisseurs qui avaient beaucoup d'appétit pour le titre et on voit bien que depuis le mois d'octobre cet appétit s'est tari et que nous avons maintenant un titre qui patine. Plus d'OPA de la part de Vivendi. Ils ont annoncé qu'ils ne lanceraient pas d'OPA. Donc là, une partie de la bagarre, une partie de l'aspect spéculatif se dégonfle. Exactement. Donc on voit bien qu'on a des investisseurs qui pour le moment sont beaucoup moins gourmands du titre. Alors, vendeur sur Ubisoft, Falco, mais attention, beaucoup de disciplines requises pour ce trade parce qu'il sera effectivement opérant que si Ubisoft clôture sous ce niveau de support à 64 €. Regardez, on a un titre qui fait du surplace, qui est revenu une première fois tester ce niveau il y a quelques jours, et puis maintenant on voit bien ces dernières séances depuis la fin de la semaine dernière qu'on stationne juste au-dessus de 64 mais qu'il n'y a aucun rebond qui laisse présager que le titre va retourner sur la borne haute du trading range. Autrement dit, on vend Ubisoft à la condition d'avoir une clôture quotidienne, c'est-à-dire qu'on ne fait rien avant ce soir 16h30, 17h pour voir si effectivement le titre a bien cassé le support pour rentrer donc à la vente. Et si effectivement nous avons raison et que Ubisoft se met à corriger, alors le niveau qui invalide ce diagnostic baissier, c'est au-dessus de 71,10 €. Le premier objectif, c'est 60, puis 56,30. Et pour atteindre ces objectifs, nous proposons un turbo put infini de code 44AOB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo put infini sur Ubisoft 44AOB qui a un effet de levier de 4,98. Son niveau de financement 77,04. 59, son barrière désactivante 72,42. Tout ça pour un 1,31 € prix de vente. Et Ubisoft à 64,03. Et on va continuer notre émission avec l'annonce que tout le monde attend parce que vous savez très bien que vous pouvez gagner chaque semaine cette jolie tasse. Voilà, Gérard est très jaloux. On va vous en offrir une, Gérard. Tant mieux. Pour Noël. Et du coup, voilà, vous pouvez gagner cette tasse. Comment est-ce qu'on peut gagner cette tasse? Il faut choisir chaque mardi le produit de la semaine. Donc vous pouvez aller sur notre site d'internet et rentrer l'ISIN ou le code mnémonique de ce produit que vous avez choisi et pas du sous-jacent. Ça arrive aussi. Il y a des gens qui rentrent l'ISIN du sous-jacent, donc erreur. Ça ne marche pas. C'est l'erreur, donc vous ne pouvez pas gagner dans ce cas-là. C'est de la pédagogie en fait. C'est la pédagogie. Donc voilà, on découvre le produit, on fait la différence entre l'usine du sous-jacent et l'usine du produit. Donc le plus sûr, c'est de rentrer juste un code mnémonique, comme ça vous êtes sûr que ça marchera très bien. Donc, et nous, on va regarder la semaine d'après quel produit rentré sur notre site a fait la meilleure performance. Et cette semaine, c'est qui Laurent en fait? Qui a gagné cette jolie tasse en fait? Comment ça l'appelle? D'où vient cette personne? Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il s'appelle Pascal. Il habite. On ne dit pas plus. Pascal. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce Pascal? Alors attendez, Pascal il habite Saint-Hilaire-le-Petit.
Pascal a acheté un Turbo Infini Best Call sur Vallourec. On va regarder ensemble ce qui s'est passé. On a donc un titre, vous voyez ici, qui était dans un univers de court terme borné à la baisse entre cette zone de support entre 4,20 et 4,02 et puis cette résistance à 5,07, résistance qui a été dépassée pendant quelques jours et immédiatement réintégrée avec quelle bougie pour retourner donc sur cette zone de support. Eh bien Pascal a payé le support, c'est-à-dire qu'après validation du rebond et du petit repli, il est rentré avec son turbo sur le titre pour accompagner le rebond. Et c'est vrai que le rebond a eu lieu puisque vous le voyez pendant 5 jours, eh bien on a progressé jusqu'à, vous le voyez, ce niveau des 4,65. Alors cette petite progression, eh bien puisque Pascal avait choisi le bon turbo, ça lui a permis de faire un gain de 68,75%, un très gros gain, Pascal, bravo, avec à la fois une belle exécution et un turbo qui a été bien choisi. Et bien voilà, c'est ce qui se passe quand vous êtes compétent sur les produits dérivés, il y a des beaux gains. Un super test pour vous qui va envoyer avec la poste aujourd'hui. Félicitations Pascal, et on va continuer notre émission avec le Focus, notre prochaine rubrique. Alors Gérard, on parlait déjà tout à l'heure des voitures, j'ai annoncé qu'on va parler de voitures, vous avez déjà dit qu'on va parler de Peugeot, mais qu'est-ce qu'il y a avec Peugeot en fait? Alors, en fait, on se rappelle que Peugeot a lancé une offre auprès de General Electric pour racheter la division voiture qui est connue sous le nom de la marque Opel. General Motors, qui est connu sous le nom de Opel. Merci de me faire corriger cette erreur. Donc l'idée générale, c'est que, comme l'a déclaré Carlos Tavares, lors de cette négociation, on ne nous a pas montré la face cachée de la Lune. C'est-à-dire qu'on a oublié d'expliquer, en tous les cas chez Peugeot, les équipes n'ont pas vraiment regardé ça de très près, pris très certainement par la rapidité des négociations. On n'a pas trop regardé qu'est-ce qui avait été prévu par justement le groupe Opel pour d'un côté la voiture électrique et de l'autre côté pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes extrêmement exigeantes au niveau européen pour les émissions de CO2. Donc côté normes de CO2, à partir de 2020-2022, en Union européenne, lorsque les quotas d'émissions de CO2 seront dépassés, eh bien, il y aura une amende. 90 € par gramme de CO2 supplémentaire et par voiture vendue. Ça risque de faire quelques centaines de millions d'euros d'amende, ça, très rapidement, et donc c'est assez problématique. J'ajouterais que du côté de la voiture électrique, il y en avait une qui est fournie aujourd'hui par Chrysler, qui s'appelle Ampera, et qui chaque fois alors qu'elle est produite aux États-Unis et lorsqu'elle est vendue en Europe, eh bien elle coûte un peu cher à Opel lorsqu'il les vend. Donc on a là une sorte de problème, mais en tous les cas un contentieux qui risque d'aller relativement loin, et ce qui est sûr, c'est que PSA veut renégocier le prix payé pour Opel à GM. Donc la suite au prochain numéro, retenons simplement que les OPA ne sont pas toutes des opérations gagnantes et qu'elles se font tellement rapidement que parfois on oublie les problèmes importants et qu'on a tendance parfois, pour que l'opération soit menée à bonne fin, à mettre une partie de la poussière sous le tapis. D'accord, merci beaucoup Gérard. Donc on continue le focus avec les matières premières en fait. Oui, finalement, bravo à l'OPEP et bravo à la Russie d'avoir réussi à préserver, à mettre en place cette politique de quotas de production qui est prolongée jusqu'à fin 2018 et qui, bien entendu s'appuyant sur la croissance économique mondiale qu'on a évoquée tout à l'heure, a permis de faire remonter le prix du baril de pétrole à un niveau tout à fait intéressant pour les pays producteurs. On ajoutera un point technique sur les contrats à terme. On est en déport. C'est la première fois depuis longtemps qu'on n'est pas, qu'on est dans cette situation, c'est-à-dire que finalement le comptant aujourd'hui vaut plus cher que les contrats qu'on paiera pour livraison dans les mois qui viennent. Donc d'une certaine manière, on voit que cette politique de réduction des quotas de production fonctionne. Elle a contribué à faire baisser les stocks et à doper le prix cash, le prix au comptant. Donc bravo à l'OPEP pour cette manœuvre réussie. Merci Gérard, donc on va parler du Brent en fait avec Laurent.
Oui, on va regarder ensemble le chart du Brent, puisque même si les nouvelles sur le plan fondamental sont bonnes, eh bien on voit que d'un point de vue technique, c'est-à-dire quand on analyse l'évolution des cours, eh bien il y a un tassement de la demande, et ce tassement eh bien, est représenté par cette figure graphique en triangle symétrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que la grande progression des cours sur le Brent depuis le mois de juin, regardez cette courbe qui alterne sommet et creux ascendant, eh bien c'est interrompu, pas encore retourné, mais on voit bien que pour le moment il y a de la pression vendeuse qui rentre sur le marché, et on le voit notamment avec ce petit sommet intermédiaire ici, vous voyez, qui est plus bas que le précédent. Autrement dit, on a des acheteurs qui maintenant deviennent un petit peu plus timides. Alors je vous ai parlé d'un triangle symétrique. Le premier signal que la pression vendeuse est effectivement significative sur le marché, ce serait si on sortait par le bas de ce triangle et qu'on cassait donc le premier niveau à 62 $. La confirmation, ce sera sur cassure de ce support à 61 $, et par la même occasion, cassure de cette moyenne mobile à 40 périodes. Donc on a un Brent qui est en train de stagner, qui patine un petit peu. Je m'attends à une sortie baissière, un petit peu en conformité avec ma lecture des marchés actions, des actifs cycliques qui représentent donc du risque. Et par conséquent, si on avait cette sortie du triangle et cette cassure de support, alors on pourrait viser sur le baril la zone des 58,40 $. Alors pourquoi ce niveau? Très vite. D'abord, vous le voyez, c'est un niveau qui a été résistance pendant quelques jours et qui devient potentiellement support. Et puis surtout, c'est un double niveau de retracement de Fibonacci, 50% de toute la hausse depuis septembre et 62% de la hausse depuis octobre. Autrement dit, dans un premier temps, si on retourne sur 58, on devrait déboucler la position vendeuse sur ce niveau, voir ce qui se passe et prendre ses bénéfices. Voilà Falco, donc là aussi, je demeure contrarien sur le Brent, et je propose donc un Varan Put de code SG24B. ZG. Oui. Oui, parce que j'ai compris. Oui, non, c'est pas grave. Ça, c'est moi, en fait, mes oreilles. On va répéter. Donc, Un donc, Varan Put merci. SG24B. Non, Merci, ZG. ZB. Z. On est sûr. Est-ce que c'est Voilà. Z? Gérard, Z. Oui, c'est Z. ZG. Donc comme quoi il y avait un doute. Donc, Alors, j'en profite de ce petit cafouillage pour vous dire qu'au-dessus de 65 $, ce scénario baissier, eh bien, il est caduc. Donc, on accompagne effectivement la cassure avec résistance à 65. Heureusement qu'on lui a permis de le dire. Absolument. Moi, je suis très content. En fait, donc, on parle d'un Varan Put sur le Brent. Et maintenant, ensemble, ZG 40. 24. 24P, ZG 24B. Maintenant, je fais aussi des petites bêtises. Voilà. Donc, j'annonce tout seul maintenant le produit pour être sûr. Donc, l'effet de levier, c'est 6,44 sans échéance 25 avril 2018, sans prix d'exercice 60 US $. Et voilà, son prix de vente ce matin, 2,61 €. Pour un Brent à 61,51. Bon, merci beaucoup Laurent pour toute cette analyse sur le Brent. Et on continue le focus et Gérard va nous parler des monnaies et spéculations, Gérard. Oui, le sujet dont on a parlé dans tous les dîners en ville cette semaine, Bitcoin, avec cette toujours éternelle question, ces deux éternelles questions. Un, est-ce que tu en as acheté? Et deux, est-ce que tu sais ce que c'est? Donc je vais simplement utiliser trois termes, crypto-monnaie, bulle, actif. Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? C'est une monnaie créée par tout simplement des gens des informaticiens dans les années 2008, 2 mois après la faillite de Lehman Brothers, paraît un texte sur une sorte d'idée de monnaie virtuelle, de monnaie qui s'échangerait sur Internet. L'auteur de cette note est quelqu'un dont on ne sait pas exactement qui il est. Il s'appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne physique, si c'est un groupe de personnes. En tous les cas, il imagine cette monnaie qui serait une monnaie qui ne perdrait pas de valeur, en tous les cas dont le montant serait limité en nombre d'unités créées et qui s'échangerait de manière sécurisée sur, alors cette monnaie est un protocole, sur, ma foi, une chaîne qui servirait en quelque sorte de grand livre de compte.
Et créant ou imaginant le Bitcoin, il faut immédiatement derrière imaginer la création de quelque chose qui assure la sécurité et la transmission de l'ensemble des informations, c'est le blockchain. Donc c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui n'a pas de tête, alors que toutes les autres monnaies ont une banque centrale. C'est une monnaie qui effectivement s'échange entre ceux qui possèdent cette monnaie, quelques dizaines de millions de personnes ces derniers mois, peut-être 40 à 50 aujourd'hui. Est-ce que c'est une bulle? Oui, on le voit au niveau de la hausse du cours. Cette bulle est fondée sur la spéculation. Lorsqu'il y a un nombre limité de valeurs en circulation, eh bien, pour ceux qui souhaitent l'acheter, il faut faire monter les prix. On voit qu'apparaissent aujourd'hui des fonds d'investissement, de la gestion alternative qui souhaitent investir dans ce nouvel actif. Voilà, et puis pour terminer, et c'est un peu court, et bien entendu il faudrait revenir sur ce type de sujet, on rappellera que pour le moment, le CME, qui est le Chicago Mercantile Exchange, souhaite lancer des options sur cet actif. D'autre part, que certaines sociétés de gestion, y compris françaises, envisagent de lancer des fonds d'investissement là-dessus. Et puis on rappellera tout de même l'avertissement prononcé par M. Villeroy de Galhau, le patron de la Banque de France, qui explique que, bien aux uns et aux autres, ceux qui souhaitent acheter cette monnaie, qu'il n'y a pas de régulation et qu'ils le font à leurs risques et périls. Nous y reviendrons très certainement. Merci beaucoup Gérard pour ce focus et on va passer à notre prochaine rubrique à ne pas manquer. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer dans le monde cette semaine? Eh bien, d'abord, très prochainement, la réunion de la Fédérale Réserve qui a changé sa communication. Depuis quelque temps, elle évoque la croissance solide de l'économie américaine. Et au niveau des statistiques, rien ne vient la contrarier. Vous parlez de quoi avant? Croissance comment? Une croissance équilibrée, une croissance toujours en progression. Là, c'est croissance solide. Et je crois simplement qu'ils veulent nous signifier qu'ils sont toujours dans cette dynamique de remonter les taux d'intérêt. Et je ne serais pas surpris si on avait une nouvelle remontée des taux d'intérêt courant décembre, donc aux États-Unis. Rendons compte une nouvelle fois que la normalisation de la politique monétaire poursuit son cours. J'ajouterais que la hausse ou le maintien d'un certain niveau de prix du baril de pétrole fait qu'au niveau actuel, au cours de l'année prochaine, le prix du baril de pétrole sera 30% à un niveau supérieur à celui qu'il était en 2017, s'il se maintient au niveau actuel. Donc on aura là un moteur de reprise de l'inflation qui justifiera une fois de plus, aux yeux des banquiers centraux, aux yeux du marché, la normalisation de la politique monétaire. Voilà pour le premier point. Pour les autres statistiques, en zone euro, on aura un prêt à la production, les ventes de détail et le PIB du troisième trimestre 2017 qui devrait nous confirmer qu'on est vraiment dans un momentum tout à fait porteur pour la croissance économique. Et aux États-Unis, les commandes à l'industrie, l'ISM des services et la conférence des consommateurs du Michigan, dont on nous dit, dans une dernière étude que j'ai pu consulter avant de venir ici, qu'elle est à un niveau supérieur à ce niveau de confiance des consommateurs du Michigan au niveau du mois dernier. Elle était déjà à un niveau supérieur au niveau atteint en 2007. Donc on peut penser que les fêtes de fin d'année seront des fêtes historiques pour tous les commerçants qui soient à la tête de magasin ou à la tête de site internet. Donc les ventes risquent d'être très importantes. Le commerce risque de bien se porter au cours de ces derniers jours de l'année 2017 aux États-Unis. On va espérer ça. Donc merci beaucoup Gérard pour à ne pas manquer cette dernière rubrique de cette émission, parce qu'il me reste maintenant que à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. On va se retrouver pour le prochain 100% marché le mardi 12 décembre à midi comme d'habitude. Et évidemment cette semaine, le fameux webinaire Revue technique du marché avec Laurent Albi, cet jeudi à 18 h. Donc merci beaucoup à Gérard d'avoir été avec nous pour toutes les explications, les histoires et les nouvelles du marché. Merci beaucoup Laurent aussi d'avoir été avec nous pour toutes ces analyses. Et merci évidemment à vous d'avoir été avec nous comme d'habitude. Et on se retrouve mardi prochain. Juste une excellente semaine. Au revoir.